on peut jouer pour gagner, ou on peut jouer pour changer les règles du jeu. En tant qu'entrepreneur qui porte aussi une cause, j'essaye de faire les deux. Et vous allez voir, ce n'est pas gagné d'avance. Mon terrain de jeu, c'est la mode. Premier préjugé, justement, c'est souvent vu comme quelque chose de fun, ludique, léger, voire frivole. Et c'est vrai, la mode est un jeu. Avant tout, un jeu avec soi, qui permet de se réinventer chaque jour, se créer un personnage, jouer des rôles, booster sa confiance en soi, juste s'amuser avec des tendances. Mais voir ça juste comme quelque chose d'amusant est dangereux. Car si la mode est un jeu, les femmes sont perdantes. Tout simplement parce que la mode a un impact considérable sur l'image qu'elle renvoie des femmes. Aujourd'hui, cet impact est globalement négatif. Les standards de beauté sont limités, excluants et créent des complexes à tout le monde. Les hommes aussi, d'ailleurs. La violence des injonctions n'est pas tout à fait la même. Mais messieurs, je m'adresse à vous ici, vous êtes aussi concernés. Oui, vous. Je suis féministe et désormais entrepreneur. La mode est un sujet qui me tient à cœur, de par son aspect créatif, mais aussi de par mon engagement. Si je fais un rapide retour sur les avancées en termes de féminisme, les dernières années, du moins au cours du dernier siècle, on a énormément gagné en droits. Droit de vote, droit à disposer de son corps, droit à ouvrir un compte en banque, droit d'exercer les mêmes métiers que les hommes. Ok, on partait de très bas, et il y a encore du chemin à faire. Bien sûr, il faut rester vigilant. Mais globalement, on va dans le bon sens. Paradoxalement, sur d'autres thématiques, plutôt de l'ordre du quotidien, notamment la mode, on n'a pas vraiment avancé, on a même plutôt reculé. Depuis les années 80-90, dans la mode, la tendance des mannequins en taille 34,5 toute mouillée, Photoshop, tout ça n'a pas vraiment contribué à améliorer l'image des femmes, qui sont plutôt définies avant tout par leur corps et une seule forme de corps dans la mode. On est dans le quotidien, sur des images qui sont avec nous en permanence, et c'est parfois plus difficile de mesurer l'impact de ces images au quotidien, ou alors on prend cet impact, on en mesure l'impact rétrospectivement. Quand j'avais 10 ans, on m'a dit que je ressemblais à Cindy Crawford, à cause du grain de beauté. Et je me suis vite rendu compte que la ressemblance s'arrêtait au grain de beauté. Parce que Cindy Crawford, elle avait des jambes interminables, un ventre parfait. Moi, quand je m'asseyais, mon ventre faisait des plis. Alors vous allez me dire, c'est normal, hein, le ventre de tout le monde fait des plis quand il s'assoit. Donc c'est un peu idiot comme complexe. Et en même temps, pas tant que ça. Parce que les plis sur les ventres des mannequins, on ne les voit jamais. Ils n'existent pas. Soit ils ne sont pas photographiés, ou alors ils sont photoshopés. Donc à côté, je me suis trouvée grosse, et j'ai fait mon premier régime à cet âge-là. Bon, là, je vous parle de poids, mais il y a tout un tas d'injonctions extraordinaires. Hein. Un peu plus tard, quand j'avais 12 ans, on m'a fait remarquer que j'avais des poils sur les bras. Que pour une fille, c'était pas normal du tout, que c'était même carrément dégueulasse. Et ça, j'ai vachement complexé, en fait. J'ai porté des manches longues tout le temps, même en été. Heureusement, j'ai grandi en Bretagne, donc il faut le dire, il fait quand même pas très beau l'été. Donc grâce à la météo, je crois que mon complexe est passé inaperçu. Et ça me fait rire aujourd'hui, mais ça me faisait pas rire du tout à l'époque. Et le lien avec la mode est très direct, parce que toutes et tous, on se construit par comparaison, en regardant autour de soi. Est-ce que je suis normale ? Ok, je suis normale. Et pour savoir si je suis belle, je regarde le standard, les top modèles. Bon, non, alors je suis normale, mais je ne suis pas belle. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, j'ai plus de complexe particulier qui me gâche la vie au quotidien. Pour autant, comme 92% de Françaises, je ne me sens pas belle. Ça ne veut pas dire qu'on se sent toute moche, hein, mais collectivement, qu'on n'est jamais assez bien. Pas mal, mais pas belle. 92%, c'est énorme quand même. C'est un chiffre qui vient d'une étude Dove qui est sortie il y a 2 ans. Alors on peut se dire, oui, mais c'est une marque, attention. Même si on leur laisse une marge d'erreur et d'exagération de malade, ça reste beaucoup trop. Et ça a des impacts, des répercussions en fait sur notre quotidien, sur mon quotidien, des petites répercussions comme ah non mais là mes cheveux, non, je ressemble à rien, je peux pas prendre la parole en public comme ça, qui mises bout à bout vont avoir un impact, ou des répercussions plus lourdes. Il m'arrive encore de me dire de temps en temps que je suis pas assez belle pour réussir.
Et c'est idiot, hein, je me déteste quand je pense comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu te prends la tête sur des trucs ouais, futiles. Mais je ne suis pas la seule. Je le vois aussi sur mes amis, l'effet de 25 ans de mode. Quand il faut se mettre en maillot de bain, sortir, se faire prendre en photo, pas maquillée. Il y a 2 ans, une de mes amies m'a dit qu'elle ne voulait pas se marier parce qu'elle ne se trouvait pas assez jolie pour être le centre d'attention toute une journée. Je me déteste quand je pense comme ça, et je déteste toutes ces raisons qui ont rendu mes copines malheureuses. Donc je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que c'est important de comprendre d'où ça vient, mais je crois que notre rôle, c'est pas seulement de pointer du doigt et de montrer le problème, mais aussi d'agir, de trouver des solutions. Fondamentalement, être un game changer, je crois que c'est agir selon ses convictions, sans oublier d'être pragmatique, et adapter la solution au problème. Typiquement, si la mode est le problème, il ne faut pas juste taper sur la mode. Il faut faire une mode différente, plus inspirante, positive. Ça veut dire aussi accepter l'imperfection. Non, on ne pourra pas tout faire parfaitement. Mais on se retrousse les manches, on se dit « Ok, entrepreneur, pourquoi pas moi ?» Et on y va. C'est comme ça que j'ai créé Ypsilon, qui est la première marque française de mode féministe. Mode féministe, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Avant tout, travailler sur le long terme, sur l'image des femmes. Bien sûr, ça passe par la représentation des corps. Évidemment, pas de retouche. Se poser la question de ce que je donne à voir en tant que marque. Je vous parlais tout à l'heure de mes problèmes de plis sur le ventre. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps un hashtag sur Instagram qui s'appelle Embrace the Squish, c'est très littéral, qui donc incite les femmes à se prendre en photo avec leurs plis sur le ventre pour montrer les réalités anatomiques. En tant que féministe, je trouve ça génial. Et en tant que marque, je me dis, si demain je fais un petit top court l'été prochain et que je peux aussi contribuer à travailler sur cette image-là, super, on y va. Plus important peut-être encore pour moi, c'est aussi sur le long terme, véhiculer l'idée que les mannequins, et les femmes en particulier, ne sont pas là juste pour faire joli, même dans la mode, qu'elles ont des histoires, des opinions à partager. C'est pour ça que je ne casterai jamais une femme pour son ventre, plat ou à plis d'ailleurs, mais pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Alors je vous parle des femmes, mais récemment j'ai fait poser des hommes aussi, avec ce pull, Girl Power, parce que je trouvais important de véhiculer un message, de montrer que en 2017, le féminisme peut être porté par les femmes, mais aussi par des hommes. Littéralement, mais aussi porter leurs convictions, les interroger, faire des interviews, des portraits. Et là, on n'est plus sur le long terme, on est dans l'immédiat, on est dans le quotidien et le court terme. La mode peut véhiculer un message, mais la mode vous laisse libre. À vous de choisir si vous avez envie de voir un slogan cool, si vous avez envie d'avoir la curiosité de se demander pourquoi la marque l'a fait, est-ce qu'il y a une démarche derrière, lire les portraits, la curiosité de parler à votre voisin aussi. La mode permet d'engager la conversation. Tiens, pourquoi tu portes ce pull Never Gender, ça veut dire quoi? Je suis dans le quotidien, dans l'intimité des gens, dans leur armoire, dans la rue. C'est un médium accessible, qui permet de parler au plus grand nombre tout en les laissant libres. La mode a une longue histoire de changement, de véhiculer quelque chose. Mais ce n'est pas à la mode de dicter ce que vous devez penser. C'est le début d'une conversation. Bon, alors dit comme ça, être un game changer dans son domaine, j'adore être présentée comme ça, c'est super, ça a l'air très classe, hein. La réalité, c'est aussi que je suis fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de devoir constamment rentrer dans une case, de devoir choisir mon camp et me justifier en permanence. Alors côté business, ça donne quelque chose à peu près comme ça. Non mais mademoiselle, c'est très bien, on sent que vous êtes mue par votre engagement, votre combat, mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire de l'argent? Parce que là, on parle business, c'est pas une asso. Et côté militant, ça donne parfois quelque chose dans le genre, mais vous étiez féministe avant ou c'est opportuniste? Parce que quand même, instrumentaliser une cause pour faire de l'argent, c'est un peu limite. Et vous ne trouvez pas qu'il y a des combats plus importants, le viol, les inégalités salariales? Noir ou blanc? Toujours noir. Je suis fatiguée de me battre contre la culture française, contre la culture du jugement, a priori, avant même de pouvoir me battre pour mon engagement, avec mes moyens, créatifs, et oui, en montant une boîte. Je suis fatiguée, mais je ne suis pas toute seule. Je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir être entrepreneurs et aussi être des game changers, à vouloir changer les choses, dans la mode, dans la food, dans l'éducation, dans la santé, à remettre en cause cette culture, oui, j'ai dit française, pourtant je le suis aussi.
J'ai moi aussi la Révolution française en héritage. Je suis une sans-culotte dans l'âme. J'ai longtemps cru que le changement se faisait le poing levé ou par la plume. J'ai fait des débats, j'ai manifesté, j'ai été en assaut, j'ai dévoré le panthéon féministe, j'ai lu Virginie Despentes, King Kong Theory et le féminisme punk. J'ai adoré, je vous conseille de le lire d'ailleurs. J'ai fait du lean-in avec mes copines, le féminisme corporate de Sheryl Sandberg, que je vous conseille également. J'ai pris la parole et je continuerai à prendre la parole tant qu'il faudra. Mais je crois qu'il faut aussi passer aux solutions et sortir de cet esprit critique. Moi aussi, j'ai critiqué, mais il ne faut pas confondre esprit critique et critique tout court. J'aimerais qu'on sorte de ce noir et blanc, que collectivement, chacun fasse sa part avec ses moyens. Malheureusement, soutenir une cause et gagner de l'argent est encore mal perçu. Alors je dis gagner de l'argent, mais c'est gagner de l'argent ou vouloir en gagner. Parce que je rappelle que quand vous montez une boîte, au début, en fait, vous ne gagnez pas de l'argent, vous en perdez. D'ailleurs, vous n'êtes même pas sûr d'en gagner à la fin. Bon, c'est un investissement, hein, voilà. C'est un coup de poker, un pari qui a du sens. Non, je ne serai jamais une licorne. Je me définis souvent comme féministe imparfaite. Je crois qu'il est temps de dire que je suis aussi une entrepreneure imparfaite, que nous sommes, j'espère, de plus en plus nombreux à être des entrepreneurs, alors non pas imparfaits, mais game changers. Car je vous demande une chose, refusez d'être mis dans des cases. Soyez des game changers. Merci.